Depuis un siècle, Jean Jaurès est célébré pour son pacifisme, son opposition à la guerre. Mais ce que l'on sait moins, c'est que Jaurès avait équipé le socialisme d'une doctrine militaire redoutable. Avec son Armée nouvelle, publiée en 1911, il a ridiculisé l'aveuglement stratégique des chefs militaires qui a si souvent conduit notre pays à la catastrophe, voire à la trahison. Comment porter au plus haut, pour la France et pour le monde incertain dont elle est enveloppée, les chances de paix? Et si malgré son effort et sa volonté de paix, elle est attaquée, comment porter au plus haut les chances de salut, les moyens de victoire? Eh bien, Jaurès a la solution. Bâtir une armée si forte qu'elle soit capable de remporter la victoire à coup sûr, et même de dissuader l'ennemi d'attaquer. Pour créer cette force imbattable, Jaurès mise sur la puissance organisatrice des idées. Il veut confondre la nation et l'armée. Il n'y a de défense nationale possible que si la nation y participe de son esprit comme de son cœur. Car l'armée française au début de ce XXe siècle est tout sauf l'armée de la République. Secouée par l'affaire Dreyfus, elle s'est révélée autocratique et orgueilleuse, au service d'elle-même avec sa propre loi et sa propre morale. Ainsi faite, cette armée n'est qu'un instrument de force au service d'un pouvoir arbitraire, soumettant notre République à des intérêts extérieurs à elle-même. Que ce soit dans les conquêtes coloniales sanguinaires à l'autre bout du monde, ou contre le peuple lui-même. La troupe est systématiquement envoyée pour réprimer les grèves et les manifestations, comme à Fourmies en 1891, ou lors des grèves de 1906 pour la journée de 8 heures. Le prolétariat se méfie de l'armée, et l'armée se méfie du prolétariat. C'est un système militaire équivoque qui répond à l'ambiguïté de ce régime, fait de démocratie politique et d'oligarchie sociale. L'armée nouvelle s'attaque directement à la doctrine même de l'armée. Ses chefs, fascinés par les vieilles formules napoléoniennes et par la défaite cinglante de 1870, veulent se jeter aveuglément dans une guerre d'offensive à outrance. Ils ne voient pas que les progrès de l'artillerie et l'apparition des mitrailleuses changent radicalement le champ de bataille. Là où Jaurès ne prédisait que ruine, massacre et barbarie, il refuse de penser les conséquences humaines d'une guerre moderne. Pire, Jaurès accuse les chefs militaires d'affaiblir la défense nationale. Malgré la large supériorité démographique de l'Allemagne, il mise tout sur les premiers combats menés par l'armée d'active. Il relaye ainsi au second plan l'armée de réserve, pourtant plus nombreuse, et coupe de fait l'armée en deux. Pour Jaurès, c'est du sabotage. En 1900, l'armée appelle ses soldats à l'âge de 20 ans pour 2 ans de service. C'est l'armée d'active, prête à combattre en cas de guerre. Après leur service, ils intègrent l'armée de réserve pendant 11 ans, mais ne s'entraînent quasiment jamais. Jaurès fustige ce système. La plus grande partie de l'armée s'y trouve en état de passivité absolue. En cas de guerre, elle n'est pas prête à combattre. Il s'attaque aussi au service militaire, inefficace et contre-productif. On y passe 2 ans aux ordres, à peler des patates, curer des chiottes et nettoyer des fossés. Il n'y a que 15 jours de manœuvre par an. Au lieu d'intéresser les citoyens à la défense nationale, le service militaire ne fait que les démobiliser. Dans l'ordre militaire, tout est rétrogradation et sordide inertie de pensée. L'institution militaire ne sera efficace que si elle est en harmonie avec les grandes forces modernes, la démocratie et la science. Contre les militaristes, croyant en la discipline bête et méchante inculquée dans les casernes, Jaurès affirme que la force du soldat émane de la légitimité de sa cause et de l'idéal qu'il porte. L'armée doit avant tout forger leur caractère et leur conscience. Si quelque chose de l'être ancien agit encore sur l'être nouveau, ce n'est pas le souvenir mécanique des gestes d'hier ou d'avant-hier, non. Ce sont les réserves mystérieuses, de volonté et de courage, que se prépare une âme d'homme,
Quant à l'approche de l'épreuve, mais encore maîtresse d'elle-même, elle a échangé avec d'autres âmes le serment de mourir pour une idée. Que devient, encore une fois, dans cet automatisme nouveau et inexprimable de la colonne d'hommes qui monte à l'assaut, le dressage mécanique de la caserne? En novembre 1910, Jaurès présente à l'Assemblée nationale une proposition de loi mûrement réfléchie, sur laquelle il planche depuis 6 ans avec un cercle d'officiers républicains. L'armée nouvelle appellera les soldats à l'âge de 20 ans, mais leur service en caserne ne durera que 6 mois, ou 2 fois 3 mois, juste le temps nécessaire pour apprendre à tirer et à manœuvrer. Rendus à la vie civile, ils intègrent l'armée d'active pendant 13 ans. Formés en divisions territoriales, les citoyens soldats se retrouvent régulièrement pour des exercices et des manœuvres. Ce n'est qu'à 34 ans qu'ils rejoignent la réserve pour 6 ans. Ainsi, Jaurès multiplie par 5 la taille d'une armée d'active, rompue à la manœuvre, mobilisable instantanément en n'importe quel point du territoire, et portée par la libre adhésion du citoyen à la défense de sa République et de la paix. Face au péril qui s'annonce, sa vision résout la défiance apparemment insurmontable entre le prolétariat et l'armée, et permet ainsi l'unité. Jaurès dote également son projet d'une doctrine stratégique, substituant à la guerre à outrance des généraux un véritable dispositif de défense nationale, adapté à la réalité du conflit qui s'annonce. C'est une incursion résolue dans le domaine jusque-là réservé des généraux. Il ose ainsi affirmer la supériorité du politique sur le militaire, la primauté de la République sur l'armée. Il sera écrasé. Mais son effort va néanmoins s'avérer décisif pour l'avenir du pays. Sa fermeté critique, sa hauteur de vue, sa capacité à prévoir les évolutions futures vont profondément modifier notre histoire. À la sortie de la Grande Guerre, un jeune capitaine est révolté par l'impréparation et l'aveuglement stratégique dont a fait preuve l'armée française. Résolu à combattre le conformisme suicidaire de ses chefs, puis à ériger une armée capable d'annihiler toute offensive nazie, Charles de Gaulle va trouver en Jaurès un frère d'armes. Il sera initié à la pensée jaurétienne par le colonel Émile Mayer, un des officiers visionnaires qui avait collaboré à la conception de l'armée nouvelle. De Gaulle louera chez Jaurès le courage, l'intelligence et le sens national assez grand pour prendre à bras-le-corps le problème militaire, dont le destin de la France dépend. Il ira même plus loin dans son discours de Carmaux en 1960. Je n'aurai garde de manquer d'évoquer le souvenir de Jean Jaurès, l'un des vôtres, le plus illustre peut-être, dont la pensée a marqué si profondément l'esprit français, au moment où il le fallait, toujours dans le sens de la générosité, toujours dans le sens de l'élévation, toujours dans le sens de la France. Je le salue, je salue sa mémoire. Le torrent de diffamation et de calomnie qui se déchaînera contre Jaurès jusqu'à ce qu'il en meure sera proportionnel à l'audace politique déployée dans l'armée nouvelle. Son livre expose publiquement la tromperie du patriotisme chauvin, capable d'unir la nation seulement pour détruire celle des autres et s'avilir elle-même. L'armée nouvelle, c'est l'affirmation que les nations ne sont pas vouées à la guerre si elles s'émancipent de la tutelle oligarchique. Arracher les patries aux maquignons de la patrie, aux castes du militarisme et aux bandes de la finance. Permettre à toutes les nations le développement indéfini de la démocratie et de la paix. C'est servir la patrie elle-même. On pourrait presque dire, un peu d'internationalisme éloigne de la patrie. Beaucoup d'internationalisme y ramène. Un peu de patriotisme éloigne de l'international. Beaucoup de patriotisme y ramène.